de faire cette rencontre à sa place et je m'en réjouis. Voilà. Donc, François Garde, qui est ici présent et qui vient de publier chez nous ce texte, Lénine à Chamonix. Vous êtes mi-provençal, mi-savoyard, je crois, mais vous habitez le pays du Mont-Blanc où vous êtes assez ancré et où vous avez créé le Salon du livre de montagne de Passy. Voilà. Vous avez d'abord publié ce que vous appelez des textes sérieux, je crois, des essais, des choses comme ça, vous continuez. Et puis en 2012, il y a eu, je pense, un événement dans votre carrière qui porte le titre de Ce qu'il advint du sauvage blanc, votre première fiction qui a reçu le Goncourt du premier roman. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres romans, hein, Pour trois couronnes, L'effroi, Roi par effraction, et puis un récit, le récit d'une belle marche aussi, Marcher à Kerguelen. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un recueil de nouvelles, Lénine à Chamonix. La nouvelle étant quelque chose de nouveau dans votre parcours. Voilà. Alors, ma première question, avant même de commencer à lire, avant même d'aller plus loin, c'est pourquoi être allé, après ces marathons que représentent les plus longues écritures, vers ce format court. J'aimerais vous soumettre en fait une définition de Baudelaire. Baudelaire, le poète, mais également le traducteur d'Edgar Allan Poe et de ces histoires extraordinaires qui sont des nouvelles. Baudelaire qui dit de la nouvelle, plus resserrée que le roman, plus condensée, jouit des bénéfices éternels de la contrainte. Son effet est plus intense. Et comme le temps consacré à la lecture d'une nouvelle est bien moindre que celui nécessaire à la digestion d'un roman, rien ne se perd de la totalité de l'effet. Est-ce que c'est pour aller vers cette forme d'intensité que vous vous êtes essayé à la nouvelle? Pas vraiment, même si ce que dit très bien Baudelaire est parfaitement exact. C'est pas ça le point de départ. Le point de départ, ça serait plutôt l'idée de tester une autre forme, une autre distance. Et pour tout dire, j'ai effectivement écrit mon premier roman, mon dernier premier roman, puisqu'il y a eu des premiers romans mais qui étaient ratés, qui sont restés en mon dernier premier roman en 2012. Mais j'ai toujours aussi écrit des nouvelles. Et elles ont également terminé à la poubelle. Parce que c'est compliqué la nouvelle. Alors j'admire beaucoup Maupassant, les grands nouvellistes du XIXe siècle. Et pour se mesurer à eux, il faut être un peu gonflé. On pourrait dire la même chose du roman. Mais enfin, en tout cas, la longueur dans laquelle je me sens, j'ai failli dire à l'aise, c'est pas le mot, mais la longueur qui me va bien pour m'exprimer, c'est en effet le roman. Et j'avais ce désir d'aller vers la nouvelle, et mes essais ne marchaient pas, c'était pas bon, donc c'est pas bon, on jette. Et puis, en fait, ce qui a été le facteur déclenchant, c'était l'idée de dire, je vais faire un recueil de nouvelles de montagne. Parce que le fil rouge ou l'unité de lieu, si l'on peut dire, permettait de donner du sens à un projet plutôt qu'à une nouvelle qui serait restée comme ça un pied en l'air, qui aurait été publiée ou pas, etc. Donc, quand j'ai commencé à penser à un recueil de nouvelles de montagne, d'abord je me suis dit que c'est pour Guérin et pas pour Gallimard, parce que c'est quand même plus facile d'avoir son éditeur à 10 km de la maison qu'à 600. Et au-delà de cet aspect, c'est ensuite venu relativement vite, au sens où elles se sont assez bien enchaînées les unes aux autres. Et ce qui était intéressant dans l'idée de composer un recueil aussi, c'était l'idée de jouer sur, à l'intérieur de la famille nouvelle, de jouer sur différents aspects, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas toutes pareilles. Donc, il y a des courtes, il y a des longues, la plus courte fait 3 pages, plus longue, on fait, je sais pas, une trentaine. Il y a des textes dramatiques, d'autres ironiques, d'autres nostalgiques, d'autres piquants. Il y a une nouvelle qui est en fait une lettre, une autre qui est en fait uniquement un dialogue entre deux personnages, on n'a aucun élément, on devine ce qui se passe à travers simplement leur dialogue. Et voilà, l'idée de rechercher aussi dans ce corpus nouvelle de montagne, de trouver une variété constamment renouvelée, pas de faire toujours la même chose. Et puis une, et puis deux, puis trois, puis on finit par arriver à avoir 11 nouvelles de montagne, plus une nouvelle bonus à la fin. Et dans l'écriture de la nouvelle, en fait, est-ce que vous avez d'abord écrit des textes plus longs, qui vous sont plus naturels pour vous, et après vous avez retranché, enfin vraiment travaillé par soustraction, ou est-ce que
vous avez réussi à calibrer. C'est le point de départ de la nouvelle qui calibrait, pour reprendre l'expression, sa longueur. En fait, si le point de départ a beaucoup d'énergie, je pense à la nouvelle la plus longue, Le Gardien de phare, où on ne sait vraiment pas où on va, il faut 30 pages pour arriver à tout démêler et arriver vers une chute qui soit, j'espère, intéressante. Quand l'histoire est beaucoup plus simple, 3 pages suffisent, c'est pas la peine d'en mettre 5 quand on peut en faire le tour en 3. Toute l'idée, toute l'ambition est d'avoir cette proportion entre l'intensité narrative et la longueur. Donc du coup, il faut que les 3 pages ou les 30 pages soient toujours au même niveau de tension. Donc c'est pas par soustraction, c'est pour dire manière, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais grosso modo, la première phrase a de l'énergie, comme une fronde, pour vous lancer sur 3 pages, ou sur 10 pages, ou sur 30 pages. Et vous comptez les pages à la fin, vous ne savez pas au début jusqu'où la fronde, si je puis dire, de l'imagination va vous emmener. J'espère que c'est clair dans la métaphore improvisée. Très bien. Alors, écoutez, on va tout de suite écouter le début de l'une de ces nouvelles. Je ne sais absolument pas ce qu'elle va lire. Sauf que j'ai tout écrit. Ça va revenir vite, hein. Ne vous inquiétez pas. Cette nouvelle s'appelle Le Vacher. Et on commence par une conversation téléphonique. Pardon, le Vacher ER. Le Vacher ER, et je pense qu'on va pouvoir expliquer par la suite ce qu'il en est. Secours en montagne, Chamonix, bonsoir. On pourrait le faire à 2 voix, celle-là. On peut le faire à 2 voix, si vous voulez. Vous faites la femme, je fais l'homme. On peut faire ça, éventuellement. C'est parti. Alors, c'est moi qui commence, du coup. Secours en montagne, Chamonix, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous contacte parce que je reçois un appel de détresse. Enfin, je crois, sur mon portable. L'accident a lieu où? Je ne sais pas. Mais qui vous a contacté? Je ne sais pas. De quoi me parlez-vous alors? Mon téléphone a sonné. J'ai décroché et j'entends une voix. Un homme qui souffre, qui parle d'une chute très grave. Un homme jeune sans doute, il est en danger. J'entends à sa manière de parler qu'il a peur, qu'il est terrorisé. Demandez-lui où il est. J'ai essayé, je l'ai questionné, j'ai crié, j'ai tout fait pour attirer son attention, mais il ne m'entend pas. Il parle pour lui-même, pour ne pas s'endormir, pour tenir le coup. Il n'a pas conscience qu'il a quelqu'un au bout du fil. Il ne sait pas qu'il vous parle, mais vous le connaissez? Non. Mais pourquoi fait-il votre numéro? Vous avez dans vos proches, dans votre famille, des gens qui pratiquent l'alpinisme? Personne. Si cet inconnu est blessé dans un endroit où son portable passe, pourquoi n'appelle-t-il pas lui-même les secours? Ou quelqu'un qu'il connaît? J'aurais davantage préféré qu'il vous appelle directement. Je me suis également posé la question. Je pense qu'il est choqué, désorienté, qu'il ne raisonne plus. Peut-être qu'il ne sait plus qu'il a son téléphone, ou il croit l'avoir perdu. Dans son état de confusion, il a pu prendre quelque chose dans son sac, effleurer le clavier sans s'en rendre compte, et seul le hasard a décidé du numéro. Écoutez madame, je n'y comprends rien à votre histoire. Un inconnu vous téléphone à son insu et vous raconte son accident? Ce n'est pas si clair que ça. Il marmonne, gémit, parfois il pleure ou il se remémore certains épisodes de sa journée. Sa jambe le fait souffrir. Il voit du sang sur ses doigts, ce qui peut faire penser à une blessure à la tête. Il a froid, très froid. Il n'a pas dit précisément où il est? Est-ce qu'au moins il est en montagne? J'en suis à peu près certaine. Il a parlé de crampons, d'une chute. Ça peut être n'importe où dans les Alpes. Pourquoi vous appelez Chamonix? Je ne sais pas. La première réponse du moteur de recherche sur mon ordinateur quand j'ai tapé « secours en montagne ». Bon, je résume. Vous ne savez rien et vous voulez déclencher des secours. C'est une blague. Elle ne serait pas drôle. Écoutez, mon nom est Elisabeth Lebeau. Je suis aide-soignante à l'hôpital de Blois. Je viens de terminer ma garde. J'ai l'habitude de travailler avec les forces de l'ordre et les pompiers. Je ne m'amuserai pas à vous faire perdre votre temps. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais j'ai ce malheureux au téléphone, je ne vais pas lui raccrocher au nez et ne rien faire. Je vous appelle avec mon fixe pour que nous trouvions ensemble comment lui venir en aide. Avec le peu d'éléments qu'il a donné, je pense à un polytraumatisme. J'en ai assez vu dans mon métier. Vous me croyez? Je vous crois. Crampons en été, ça exclut les Alpes du Sud. Vous me le faites entendre, votre gars? Je mets les 2 téléphones, les 2 appareils tête bêche. Voilà. Alors, j'ai choisi de commencer par cette nouvelle parce qu'elle m'a
non seulement parce qu'elle est saisissante, mais parce qu'elle m'a rappelé une phrase de Michel Guérin, qui a fondé cette maison et qui fait que nous sommes là ce soir, qui est là sur le mur effectivement. Qui nous regarde. Qui nous regarde, et cette phrase c'était « La montagne est un lieu et un lien ». Alors j'aimerais savoir si vous pourriez développer un peu sur cette nouvelle et sur ce lieu, ce lien qu'est la montagne, en quoi c'est représentatif de ce texte. Oula, cette nouvelle, elle est partie d'une idée toute bête, c'est que le secours en montagne, qui pour nous fait partie quand on habite dans la vallée ou qu'on la fréquente en hiver ou en été, on connaît tout ça, l'hélico, le PG, enfin, ça fait partie du vocabulaire habituel des chamoniards. Et si vous êtes ailleurs, en plaine, donc j'ai choisi Blois, 40 mètres d'altitude à peu près, c'est un univers que vous ne connaissez absolument pas. Et donc il fallait trouver le lien. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien au secours en montagne peut être l'acteur majeur d'un secours en montagne? Donc j'imagine cette histoire où un alpiniste est perdu dans le massif, ça va peu à peu se préciser, perdu, il y a eu un accident dans le massif, son téléphone est allumé, on ne sait pas trop pourquoi, avec un numéro qu'il a fait grosso modo au hasard, ça tombe sur cette aide-soignante à Blois, qui elle-même fait ce qu'elle peut, et comme c'est par son métier quelqu'un qui a le sens des responsabilités, fait tout ce qu'elle peut pour essayer de résoudre l'énigme et peu à peu de guider les secours. Bon, je ne vous raconte pas la fin parce qu'il ne faut jamais raconter la fin. Mais voilà, c'est effectivement l'idée du lien. On a ce lien qui est le téléphone, qui a changé beaucoup de choses dans le secours en montagne. Mais là, j'ai mis le téléphone portable justement comme quelque chose qui certes crée du lien, mais crée du brouillage parce que les informations ne circulent pas comme elles devraient. Et donc du coup, ça devient extrêmement, comment dirais-je, compliqué. Et le malheureux gendarme qui est au téléphone, qui a traité ce dossier, fait preuve d'ailleurs d'empathie, d'intelligence, enfin bref, c'est une manière indirecte de rendre hommage au secours en montagne. Je l'ai fait relire par un ami gendarme, donc il m'a donné 2-3 conseils sur les procédures entre les opérateurs de téléphonie mobile et la gendarmerie. Et puis après, il faut se laisser aller à son imagination et puis raconter. Mais donc du coup, effectivement, la personne qui habite Blois, ça doit être le Loir-et-Cher si je me souviens bien, voilà, il y a tout plein d'éléments, et c'est assez drôle en termes narratifs, quand elle parle de République, elle entend le mot République par exemple, pour le gendarme évidemment c'est l'aiguille de la République, pour elle c'est la place de la République à Paris, donc elle ne comprend absolument pas pourquoi il lui parle de... Mais non, c'est pas la place de la République, c'est l'aiguille. Enfin, il y a comme ça un certain nombre de petits... C'est pas des jeux de mots, mais c'est pour montrer qu'il y a des cultures qui ne fonctionnent pas. Alors je sais pas si on parle de vacher ou pas, allez, on continue. Et donc à un moment il dit, mais je comprends pas ce que me dit ce type, il me dit qu'il garde les vaches. Comment ça, il garde les vaches? Oui, il me dit, je suis vaché. Bah oui, je suis vaché, c'est je garde les vaches. Ben non, il n'est pas vaché ER, il est vaché E. Voilà. Un terme d'escalade que peut-être vous connaissez, quand on arrive au relais, on s'attache avec sa longe, et ça signifie qu'on est vaché. Mais quand vous dites à Blois, je suis vaché, on vous répond, c'est un beau métier. Enfin, voilà, donc c'est intéressant de jouer avec la langue, parce que d'abord, quand on écrit, on joue avec la langue par définition, mais de montrer ce type de petits marqueurs qui ne marquent pas, qui font que le lien ne se fait pas tout à fait. Et après, il faut que l'histoire... progresse et aille jusqu'à ce qu'on appelle, en termes narratifs, une chute. Mais en montagne, le mot chute a un autre sens. Donc c'est aussi, quand je conduis ma nouvelle jusqu'à la chute, voilà, il faut penser... alors j'emploie pas le mot chute dans le sens technique narratif, évidemment, mais moi, qui gère ma chute, je dois veiller quand même à ce que mon lecteur reste assuré à la paroi au moment où la nouvelle chute, j'espère. Voilà. Je pense qu'il reste accroché. Dans cette nouvelle, où il y a à la fois une tension dramatique forte, quelque chose de grave, et en même temps un certain humour, hein. C'était important de lier les deux? Moi j'ai l'humour, c'est pas la plus caractéristique cela. L'humour, c'est plutôt un... Non, mais de trouvailles linguistiques. Un déplacement, voilà, un déplacement des mots, mais il n'y a pas d'effet comique, parce que la situation qui est décrite est tout sauf comique, puisqu'on a ce jeune alpiniste quelque part dans le massif qui est en train probablement de mourir, donc ça déclenche pas l'humour. Non, mais au départ de la nouvelle, j'ai entendu quelques rires pendant que nous lisions. Oui, parce qu'on n'a pas encore compris vraiment ce qui se passe. Voilà. Parce qu'on a l'impression que c'est une blague téléphonique, mais c'est pas du tout ça. Mais effectivement, l'humour est souvent présent dans mes textes, alors romans ou nouvelles, parce que je trouve que c'est souvent une manière de faire passer autrement des idées, et puis aussi parce que souvent,
dans la littérature de montagne que j'ai beaucoup lue, qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est, voilà, c'est toujours dramatique, l'avalanche, le truc, le machin, il tombe dans la crevasse, la veuve, etc. Enfin bon, c'est vrai, mais c'est pour pas réduire la pratique de la montagne à une série de drames. Et où des éditeurs s'emploient à changer cette image, cependant. Voilà, en hommage à Dominique Potard qui a ouvert une voie, si je peux dire. Mais bon, voilà, on peut aussi parler de la montagne dans certains cas avec le sourire, et certaines des nouvelles, effectivement, sont souriantes. J'ajoute que je parle bien de littérature ou de nouvelles de montagne et pas d'alpinisme. Là, on était dans l'alpinisme, mais d'autres explorent les rues de Chamonix ou des villages, un village imaginaire, mais qui peut être un peu beau où vous voudrez, ou bien le Groenland, enfin voilà, bon bref, ou des métiers comme gardien de refuge, quoi, pas uniquement, là aussi, le lieu commun de la littérature de montagne, c'est de l'alpinisme, où le héros est un beau guide musclé avec la parisienne qui l'attend à l'hôtel, en ne sachant pas s'il va revenir. J'ai rien contre, ça pouvait fonctionner dans les années 50, mais en tout cas on l'a beaucoup lu, donc si j'ai quelque chose à dire, ça sera certainement pas ça. Donc effectivement, il y a une femme qui attend son compagnon, mais c'est pas ce que vous croyez. Tout à fait. Voilà. Je suis très heureuse qu'on ait évoqué Dominique Potard, parce que c'est plaisant de l'évoquer d'une manière générale, mais aussi parce que ça me permet de faire la transition vers la prochaine nouvelle, qui est Le Gardien de phare, qui peut un tout petit peu faire penser, enfin il peut y avoir peut-être un écho, avec Dominique Potard, Le port de la mer de glace. Je pense que le refuge... Ouais, d'accord, j'avais pas pensé, mais c'est... jugeons sur preuve, sur pièce. On verra. J'introduis juste l'histoire parce que je voudrais pas lire le début de la nouvelle. Donc, ce gardien de phare, c'est l'histoire de Loïc. Loïc qui est un saisonnier, c'est-à-dire un étranger que dans la vallée étroite qu'il fréquente, on appelle un bourdon, ce qui est évidemment un terme assez péjoratif. Comme à Val d'Isère, on les appelle les Chinois, pour ceux qui connaissent pas. Et ce saisonnier ne s'en va pas en fin de saison. C'était assez étrange. Alors que la marée des autres saisonniers s'en va, lui, il reste, il jette l'ancre en montagne et il reprend la gérance d'un refuge dont il va faire un lieu atypique, qui pour moi a des petits airs de port de la mer de glace, mais c'est peut-être un hasard. Et en plus, il fait ça avec la plus jolie fille du village, voilà, qui monte avec lui dans ce refuge. Et qu'il a piqué au directeur des remontées mécaniques. Cette jeune femme s'appelle Valérie. Valérie aimait les fleurs. Elle avait abandonné à un dépérissement certain les jardinières du domicile conjugal que Joe oublierait d'arroser et fait monter à dos d'homme une quinzaine de géraniums. Elle les rentrait le soir, les déplaçait dans la journée et leur prodiguait engrais et soins. Elle avait la main verte et pouvait s'enorgueillir du résultat. En milieu d'après-midi, quand le soleil brillait, la terrasse du refuge, avec ses parasols jaunes, ses bacs débordant d'inflorescences blanches, violettes, roses et le glouglou du bassin, prenait de faux airs de villagiature italienne. Certains alpinistes grommelaient qu'ils ne montaient pas si haut pour retrouver l'ambiance douillette d'un hôtel de sous-préfecture. Elle laissait dire. Bien pire étaient les choix en matière de décoration intérieure. Les skis en bois, la luge, le piolet séculaire, les vieilles photographies, la tête de chamois et le lièvre empaillé et poussiéreux avaient pris le chemin du grenier. Pour les remplacer, une maquette de bateau, des cartes marines du Raz-de-Seine et des Glénans, une vue spectaculaire d'un phare en pleine tempête et même un filet de pêche accroché au mur. Comment ne pas s'indigner en entendant les descriptions qui arrivaient au village? Le bourdon croyait-il que le refuge donnait sur l'océan, avec plage de sable et bateaux couchés sur le flanc à marée basse? Non, il se moquait du monde et du village en bouleversant les usages. Les dortoirs 1, 2, 3 et 4 avaient été rebaptisés cabine bâbord et tribord de l'entrepont et du pont supérieur. L'accès à la cuisine était barré par le pavillon des pirates, tête de mort sur fond noir. Quant à la carte, elle proposait désormais aussi des galettes de sarrasin et du chouchen. Du chouchen au Béchar. Béchar, c'est le nom du refuge. Les touristes, étonnés, trouvaient ce thème plutôt amusant. Mais peu importait leur avis, c'est toute une identité que les choix du nouveau gardien mettaient en péril. Et sur un grand tableau noir, en face de la porte d'entrée, quotidiennement tenue à jour, les horaires et coefficients de marée au conquet. Le soir après dîner, Loïc Saint-Jean chantait en s'accompagnant à peine de quelques accords de guitare. Non pas les Allobroges, Étoiles des neiges ou la Maillon sous un pommier, mais des chants de marins.
Valérie distribuait des feuillets avec les paroles et les refrains étaient repris en chœur. Et tout y passait. La pêche à la baleine, les prisons de Nantes, Valparaiso, les goélettes, la morue d'Islande et le petit mousse noyé pendant la tempête. Les autres étaient ravis. Le gardien avait une belle voix de baryton et c'était tellement inattendu. Les commentaires et le bouche à oreille vantaient la nuitée la plus océanique des Alpes. Un article du Dauphiné libéré, repris ensuite dans Ouest France, soulignait l'originalité du concept. Mais enfin, c'était quoi le Béchar? Un refuge ou un bar de la rue qui glisse à Brest? Il fallait y monter avec des chaussures de montagne ou des bottes en caoutchouc. On y risquait le vertige ou le mal de mer. Kiki fit vérifier, rien dans le contrat passé avec la commune ne prohibait pareille fantaisie. Et puisque le succès était au rendez-vous et que le maire se réjouissait de voir la redevance communale dépasser le montant prévisionnel basé sur la dernière année du fils Perret, qui, au conseil municipal, allait se plaindre. Alors, un refuge, un phare, c'est une analogie qui me paraissait intéressante. Qui me paraissait aller de soi. Moi, je connais aussi le monde maritime, y compris à titre professionnel, et je suis très frappé par l'analogie entre un refuge et un bateau. La seule différence, c'est que le refuge ne risque pas de couler. Mais à part ça, les questions de sécurité, d'alimentation, d'énergie, de gestion des eaux, de météo, enfin, c'est exactement la même chose. Et donc, j'ai imaginé effectivement ce breton, il s'appelle Loïc, donc on va le supposer breton, qui se retrouve gardien, non pas d'un phare, mais d'un refuge, et qui pousse le bouchon, si je puis dire. C'est aussi, je connais pas mal de refuges, et c'est vrai que les refuges, notamment ceux du CAF, mais pas seulement, ont quand même une culture de la couverture qui pue et du truc dégueulasse, quoi, qui fait pas nécessairement envie. Et on s'étonne que les enfants ne veuillent plus aller en montagne. Je me souviens très bien à Val d'Isère d'avoir eu un débat sur les géraniums en refuge, et où c'était non, si tu veux des géraniums, c'est en bas, enfin en bas à 1800, mais on va pas monter les géraniums à 2005, si ma mémoire est bonne. Bon, enfin, c'est anecdotique, mais voilà. Donc du coup, c'était amusant de montrer de suggérer ce rapprochement entre la mer et la montagne. Plus profondément, il y a aussi une proximité culturelle entre les Savoyards et les Bretons. Des terres profondément catholiques, très très pauvres, mais enrichies sur une génération et demie, avec une forte identité locale, enfin de leur vallée ou de leur port. Une culture du travail, le seul compliment qu'on puisse faire aussi bien en Savoie qu'en Bretagne, c'est pas il est sympa, il est beau, il est gentil, c'est il est bosseur. C'est le compliment numéro 1. Donc c'est vraiment très très proche. Et comme on est loin, on se connaît pas bien si je puis dire, mais moi je retrouve quand je suis en Bretagne, je dis bien en Bretagne, c'est pas la même chose en Vendée ou en Charente-Maritime, mais en Bretagne et dans les Savoies où on retrouve vraiment ces traits qui sont... alors évidemment, le décor n'est pas le même, mais donc du coup, le fait de brouiller le message en mettant de la Bretagne dans un refuge, ça se passe dans un village imaginaire, hein, donc ne cherchez pas, mais qui peut être n'importe lequel des villages de par ici, donc mettre la Bretagne là-haut, et on s'aperçoit que ça fonctionne extrêmement bien. Puis par ailleurs, évidemment, il y a tout le jeu entre les gens du village. Chamonix a eu beaucoup d'apports extérieurs. Quand on est sur les fonds de vallée un peu partout ailleurs, on connaît bien cette identité de village. Dès que vous êtes à Val d'Isère, les gens de Bourg-Saint-Maurice, c'est quasiment des étrangers, quoi. Même chose aux Contamines, quand on est contaminard, voilà, le monde se réduit à cela. Donc cette très forte micro-identité locale, évidemment, si vous mettez un breton au milieu qui en plus remporte la gestion du refuge, ça fait tout exploser, et tout ça était très rigolo. C'est aussi une nouvelle d'ailleurs que j'ai commencé, je ne savais absolument pas où j'allais. La première phrase voilà, c'est ça que je vais quand même lire les 2 premiers paragraphes, parce que c'est ça qui a lancé je ne sais absolument pas où j'allais, mais j'ai pris ça me paraissait bien. Donc, guillemets, on a ça comme ça. Les saisonniers, ça doit s'en aller en fin de saison. La provocation, énoncée d'une voix forte, avait surgi dans le calme du début de soirée au bar de l'hôtel des Alpes. Tant qu'il y a de la neige et des touristes, ça boit, ça fume, ça traîne jusqu'à pas d'heure, ça fait le joli cœur avec les clientes, mais quand la station se ferme, il faut que ça file sur la côte et bon débarras. On a tous entendu ce genre de choses. Voilà, et donc,
Après, on part là-dessus, et le saisonnier qui reste, et qui est breton, et pas vrai, et on arrive à cette nouvelle. Oui, et puis il y a la thématique du rejet de l'étranger qui est abordée ici. Vous vouliez en dire quelque chose aussi à travers ça? L'étranger est là pour mettre en valeur le fort sentiment de l'identité locale. C'est pas tellement un rejet de l'étranger, là, puisque il y a un des locaux qui dit mais moi je l'embauche parce que l'hiver il travaille remontée mécanique et il dit c'est un des meilleurs mécanos que j'ai jamais eu. Moi s'il revient s'embaucher cet hiver je le reprends tout de suite. Vos histoires de cul et de refuge c'est pas mon souci quoi. Donc c'est pas il a fait ses preuves, il est chez les pompiers. Enfin voilà, donc on peut s'insérer. Faut pas arriver en ouvrant trop sa gueule, si je puis dire, mais quand on apporte quelque chose à la communauté en prend acte et en est reconnaissante. Donc c'est pas un rejet, c'est pas de la xénophobie, etc. C'est un sentiment de très forte identité, et pour y faire son trou, en plus on a piqué la femme de quelqu'un d'important dans le village, voilà, ça rend les choses compliquées, mais tout ça, ça permet justement de montrer, de suggérer ce que sont ces fonds de vallée très, très refermés sur eux-mêmes, très conscients et très fiers de leur identité, et qui regardent tout ce qui vient d'ailleurs avec au minimum de la prudence, voire de la distance, voire du rejet. Ça dépend après il faut laisser l'écrivain raconter son histoire. Alors on va s'extraire du fond de vallée pour aller vers d'un peu plus hautes altitudes avec cette autre nouvelle qui s'intitule Sérénité. Donc elle est présentée sous la forme d'une lettre. Chère mademoiselle, je suis heureux de savoir que 3 semaines après votre retour de la maternité, le bébé et vous-même vous portez aussi bien que possible. Vous connaissez les termes de notre contrat du 8 février courant. Nul ne peut contester que mon client a scrupuleusement rempli les obligations mises à sa charge. Tout s'est déroulé pour ce qui le concerne comme prévu. Depuis la gare d'arrivée du Nid d'Aigle, vous n'avez rien eu à porter et étiez accompagné de 6 guides, dont 2 à vous dédier. Le reste de l'équipe, un coordinateur, un caméraman, un preneur de son, un photographe, un éclairagiste, un médecin, une sage-femme, une infirmière, une coiffeuse, une maquilleuse et 3 Sherpas, vous a également soutenu en tant que de besoin. Vous êtes parvenu tranquillement au refuge de Tête-Rousse où vous avez passé la première nuit. Le deuxième jour, vous avez gravi à votre rythme les 700 mètres d'ascension jusqu'au refuge du Goûter où le médecin, après un examen complet, a confirmé votre excellente santé et votre aptitude à poursuivre. Vous avez perdu les os pendant la nuit. Votre caravane est repartie à 3 heures du matin. Vous avez peu après éprouvé les premières contractions. Et la sage-femme a objectivé un début d'ouverture du col de l'utérus. Vous avez marché lentement, mais nul ne saurait vous en faire grief. L'entraînement régulier auquel vous vous êtes soumise tout au long de votre grossesse a porté ses fruits. Les cordées d'alpinistes qui vous dépassaient n'ont d'ailleurs rien remarqué. Au lever du soleil, l'objectif que nous nous étions fixés ensemble paraissait à portée. Le coordinateur rendait compte régulièrement de votre progression et au siège de mon client, tous ceux qui participaient au projet étaient confiants. Les contractions se sont accélérées au fur et à mesure de votre progression. Vers midi, leur rythme annonçait le début du travail. Vous étiez alors proche de la cabane Vallot. Et le médecin et la sage-femme ont décidé de vous y abriter pour la délivrance. À 13h45, vous avez donné naissance à une petite fille en parfaite santé. L'article 8.2 du contrat, par lequel vous vous engagiez à ce que la fillette s'appelle Serena, n'a pas eu à jouer dès lors que l'accouchement a eu lieu avant le sommet. Vous l'avez prénommée Océane. Alors, à nouveau, on observe ici un décalage. La montagne, c'est aussi un espace publicitaire. Oui. Alors, de même que pour ce cours en montagne, j'ai un copain gendarme qui avait relu, là j'ai un copain toubib qui a relu, parce que l'obstétrique, c'est quand même pas mon cœur de métier. Mais oui, donc l'idée d'aller... alors on verra la suite de la lettre, on comprend que c'est dans le cadre d'une campagne publicitaire qu'une société avait besoin qu'une femme accouche au sommet du Mont Blanc. Bon, ça... Je lui ai envoyé. J'ai pas manqué de lui envoyer. Jean-Marc m'a envoyé un petit mot de remerciement. Voilà. Alors, il y a évidemment la thématique de la, comment dirais-je, de la marchandisation de la montagne, enfin, où n'importe qui fait n'importe quoi, s'autorise à faire n'importe quoi. Donc, j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais c'est l'idée de nouvelle. Il y a aussi la thématique de la marchandisation, non seulement de la montagne, mais du corps de la femme, bien sûr, qui était intéressante de les faire ainsi se rencontrer. Et donc, c'est la lettre
donc on imagine d'un avocat à la jeune femme qui a accouché dans ces conditions-là et qui lui résume pour lui montrer que le contrat a bien été exécuté, qu'elle va être payée de la somme, 50 000 euros si elle a accouché au sommet, 5 000 euros si elle accouche avant, donc elle va toucher ces 5 000 euros. Voilà. Tout ça est d'un cynisme évidemment épouvantable, c'est écrit sur un ton très, très notarial, si je puis dire, très froid, on vérifie que les conditions du contrat sont remplies, et chacun en pense ce qu'il en veut au plan moral, soit c'est le plan marketing le plus génial qu'on ait jamais imaginé, soit c'est d'un cynisme épouvantable. Je vous laisse deviner quelle est ma position, mais voilà, je ne suis pas en posture de donneur de leçons, puisque par définition ça n'a pas existé, c'est moi qui ai imaginé ça, mais en même temps par rapport à des choses qu'on entend ou qu'on voit, on n'en est pas si loin que ça. Et la réaction de madame était tout à fait pertinente, il faut donner ça à PX, oui, mais j'y ai pensé, il l'a eu. Je ne sais pas s'il m'a envoyé un petit mot très gentil, mais on envoie dans ces cas-là que des mots très gentils, mais voilà. Donc d'autres montent des rameurs et les oublient là-haut, ouais, on est pratiquement là-dedans, quoi. Donc j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais pas si loin que ça. Et si ça a lieu pour de vrai, je demanderai des droits d'auteur. Le fils de l'ancien gardien, il est né là-haut à Tétrousse. Hein. Ah oui? Donc vous n'avez pas trop inventé quelque chose. Hein. Il est né là-haut, lui. Hein. Enfin, Tétrousse, c'est pas Valo, mais effectivement, c'est pas conseillé de. Enfin, l'accouchement, je veux pas. J'ai pas d'expérience directe, évidemment. Mais, après, c'était pas pour promouvoir une compagnie d'assurance, je pense. Ouais. Bien, merci. La Voix du Diable, c'est une autre nouvelle que vous avez écrite, qui présente à nouveau la montagne comme un espace un peu plus magique que dans Sérénité. La Voix du Diable. Les grandes découvertes naissent toujours d'un mélange de hasard, d'intuition, d'étonnement et d'un je ne sais quoi de baroque ou de bizarre. Christophe Colomb décide de partir pour les Indes et le Japon en faisant voile plein ouest. Isaac Newton médite sur la force qui détache la pomme de l'arbre. Sigmund Freud tente de comprendre le processus qui rend les femmes hystériques. Fred, lui, voulait juste recevoir, pour Noël, sa demi-famille, à laquelle il avait droit pour la moitié des vacances scolaires. Son ex-épouse, tout émoustillée de s'envoler avec son bellâtre pour une croisière sur un catamaran dans les eaux cristallines des Petites Antilles, l'avait convaincu de prendre Théo et Léa pour 2 semaines, à charge de revanche pour Pâques. Pour embellir leur séjour et retrouver un peu de la magie que cette période est tenue de distiller, il avait soigneusement rangé et décoré son 3 pièces d'une petite résidence de Chamonix. Par tradition familiale, la crèche devait présider aux festivités, et il l'avait remontée de la cave où elle dormait depuis 2 ans, depuis la rupture. Les préadolescents allaient-ils encore être sensibles au charme des santons, à leur décor de mousse et de branchettes de sapin, aux coteaux floconneux et aux petits cailloux, à la mince bande de papier aluminium figurant un ruisseau? Il l'espérait vaguement et trouva un plaisir inattendu à réparer et repeindre quelques figurines, à monter le décor sur la commode du salon. Le résultat, délibérément dépourvu d'originalité, lui convint. Restait la question de l'éclairage. Au cœur de ce paysage inflammable, les bougies étaient proscrites. Les lampes de chevet ne projetaient qu'un halo froid, et les spots une ambiance vulgaire de devanture. Les guirlandes d'ampoules clignotantes le déprimaient. Il rêvait d'un scintillement doux, caressant, discret, soulignant les détails sans insister, efficace aussi bien en plein jour qu'au crépuscule, dans l'obscurité comme avec la concurrence du lustre allumé. Alors vint l'idée. Ce monsieur va avoir une idée lumineuse, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors l'idée c'est tout simplement de prendre des cristaux, il a quelques cristaux dans sa bibliothèque, il les arrange, il fait passer un fil, on ne sait pas trop comment, ça je ne suis pas ingénieur, hein, donc, il s'arrange pour que la lumière, toute lumière électrique qui se mette à côté et il éclaire, alors c'est formidable, il est très content de la crèche. Enfin, la crèche, les santons, c'est mon côté provençal. Ah voilà. Et voilà. Et puis non, c'est pas tout à fait ça, donc il se penche, et il bouge un peu ses cristaux pour rééquilibrer, et il s'aperçoit que quand il touche les cristaux, il entend les conversations qui sont autour de lui. Et donc dans toute la nouvelle, il va se faire une sorte de couvre-chef avec des cristaux, et un petit dispositif sur lequel je ne vous dirai rien, et il se promène dans les rues de Chamonix, et il entend les conversations des gens. Alors au début c'est très rigolo,
Et puis il va s'apercevoir que c'est pas si rigolo que ça d'avoir d'entendre en quelque sorte les pensées des gens qu'il croise au hasard. Et donc s'il regarde quelqu'un, il entend, et donc au hasard, il entend ce que pense le commerçant qui essaie de vendre un truc, ou il s'arrête devant un resto, il y a un type avec une jeune femme, il entend la jeune femme dire c'est l'homme de ma vie, et il entend la pensée du mec, et il dit toi ma belle, ce soir tu passes à la casserole et je rentre à Paris. Et donc il voit tout ce qu'on n'entend pas, et heureusement qu'on n'entend pas, parce que la vie sociale serait impossible, en tout cas extrêmement différente, si nous étions transparents dans nos pensées. Et puis, il va découvrir donc ce pouvoir des cristaux, et qu'est-ce qu'il en fait de ce pouvoir ? Une fois que ces gamins se partent au ski toute la journée, et lui il est là, mais qu'est-ce que je fais ? Il imagine différents usages, et puis il s'aperçoit il accepte pas ça provoquerait de tels cataclysmes que c'est trop dangereux, et qu'il n'a pas lui l'envie d'exploiter, si je puis dire, de tirer avantage du fait qu'il entend les pensées d'autrui. Et puis à la fin, non. Ne dites pas tout, hein. Voilà, donc il se balade sachez que si vous croisez en hiver un type dans les rues de Chamonix avec un espèce de gros chapeau bizarre, si ça se trouve, il entend ce que vous pensez. Est-ce que le cadre de la donc là, montagne... on est vraiment dans le... Pardon, je vous coupe la parole. On est vraiment dans le fantastique, enfin dans le légèrement décalé par rapport à la réalité objective. Mais c'est intéressant à explorer. C'est quelque chose qui n'est absolument pas exploré dans mes romans, de lâcher bride à la réalité, d'aller un peu plus loin. Pas trop loin, pour que ça reste quand même crédible et gérable, mais sur des... Donc là, ce phénomène physique, il y en a une autre, celle qui se passe au Groenland, qui est aussi un peu fantastique. Et c'est intéressant de gérer l'équilibre en disant, on décale la réalité, mais si on les décale trop, tout se casse la figure, donc il faut les décaler juste un petit peu et voir ce que cet effet de décalement. Donc ces cristaux qui permettent d'entendre, mais ça ne marche pas à Salanches. Il faut rester à Chamonix, il faut rester dans la vallée, près d'énormes masses de cristaux qu'il y a là, et avec laquelle ça entre en résonance. Et est-ce que le cadre de la montagne est propice justement à faire émerger un peu du surnaturel comme ça ? Oh, le surnaturel, il émerge dès que vous lâchez prise, que vous donnez libre cours à la folle du logis, à l'imagination. Hein. Voilà, c'est pas plus imaginatif d'imaginer des cristaux qui parlent quand on les met près de qui sont transmetteurs quand on les met près de la tête, que d'imaginer une compagnie d'assurance qui fait signer un contrat pour aller accoucher là-haut. L'un est presque vrai, l'autre aussi. Sauf que les presque ne sont pas tout à fait la même nature, mais voilà, c'est l'imagination. Très bien. Alors maintenant, on va en venir à ce pourquoi vous êtes venus ici ce soir, je pense, à cette nouvelle éponyme qui donne son nom au recueil, cette nouvelle qui s'appelle Lénine à Chamonix. Qui est la seule nouvelle qui ne se passe pas de nos jours, parce que toutes les autres sont contemporaines, si je puis dire. Là, on est en 1903. Exactement. Nous repartons en 1903, et je vais vous lire le début du texte. Pour contextualiser un tout petit peu, nous sommes dans la maison du recteur Payot et c'est lui qui s'exprime au début du texte. En ouvrant les guillemets. Émilienne, je ne veux pas être dérangée quand je travaille. Dans la maison Payot, chacun savait que le pédagogue adorait recevoir les hommes et femmes du monde souhaitant une dédicace, et plus encore les jeunes gens admiratifs. Le tintement de la sonnette était pour lui comme une caresse aux chatoiements infinis, une promesse chaque fois renouvelée. Parmi son entourage, nul ne prenait plus au sérieux ses protestations. « Monsieur, il y a là un Russe qui demande à vous voir. »« Un Russe ?» Jules Payot regarda la carte que lui tendait la servante, mais fut incapable d'en déchiffrer les caractères cyrilliques. Comme son livre, L'éducation de la volonté, paru 10 ans plus tôt, avait été traduit dans une dizaine de langues, de nombreux visiteurs étrangers venaient solliciter une audience l'été dans sa maison de Chamonix où il était né 45 ans plus tôt. Mais de Russes, point encore. Bon, faites-le entrer et je vais m'en débarrasser au plus vite. La servante introduisit un homme jeune, de taille moyenne, le teint blême, le front dégarni, avec une barbiche tirant sur le roux et affecté d'un léger strabisme. Vêtu avec une élégante simplicité, il salua son hôte, se redressa et se présenta. Vladimir Ilitch Ulyanov. Jules Payot ne connaissait rien de la Russie, hormis les célèbres lettres du marquis de Custine, parues en 1843.
Qu'un pays aussi arriéré s'intéresse à l'éducation des masses et vienne recueillir ses conseils lui parut logique. Que puis-je pour vous, monsieur Oulianov? Vous avez lu mes travaux? Votre réputation est parvenue jusque dans mon pays. Je suis de passage pour quelque temps à Genève et voulais en profiter pour vous rencontrer. J'en suis flattée. Et quel est votre domaine d'activité? Je suis un révolutionnaire. Je vous demande pardon. J'ai beaucoup étudié Marx et je travaille à fomenter une révolution prolétarienne en Russie. Prolétarienne? Mais il n'y a que des paysans illettrés. Sitôt cette réponse partie, Jules Payot la regretta. D'abord parce qu'elle pouvait sembler discourtoise, ensuite parce qu'elle paraissait admettre le principe de la révolution et ne la contester que sur les modalités. Cette vision de la Russie est dépassée. Et puis ensuite, le personnage développe et leur échange se poursuit. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est parvenue cette histoire, nous en dire plus, mais aussi un petit peu le processus, comment ça s'est passé, comment c'est arrivé à vos oreilles? Alors, comment vous l'avez développé? Tout commence au Salon du livre de montagne de Passy il y a 2 ans, si on est bonne, où je retrouve Jean-Luc Fabre, que beaucoup de gens à Chamonix connaissent, que tout le monde connaît, enfin bref, qui est un... tout le monde connaît parce qu'il s'est présenté aux élections et il n'a pas été élu, on peut le connaître moins comme ça, et qui est à ma connaissance la seule personne à avoir une double qualification, l'ENA, l'École nationale d'administration, ce qui est assez banal, hein, moi aussi j'ai fait cette école, et l'ENSA, bien connu à Chamonix. ENARC et ENSA, à mon avis, il n'y en a qu'un, enfin, à ma connaissance. On s'est croisés à diverses reprises dans notre vie professionnelle. Et donc, au Salon de Passy, il avait publié une petite pièce de théâtre autour de la visite d'Oulianov de Lénine à Chamonix. Mais pas avec ce titre, et pour le coup, sur un ton à la fois décalé, délibérément non chronologique, avec des anachronismes un peu fantastiques, et ça se terminait par Lénine qui prenait la parole depuis son cercueil dans le mausolée de Lénine sur la place Rouge. Une petite pièce de théâtre, je ne sais pas si elle a été jouée, bon. Et je tombe là-dessus, et je lui dis mais c'est quoi cette histoire de Lénine à Chamonix? Enfin, j'ai jamais entendu dire que Lénine était venu à Chamonix. Il me dit mais écoute, non seulement c'est vrai, enfin, on ne saura jamais si c'est vrai, mais voilà ce qui se raconte dans ma famille. Et ce qui se raconte dans la famille Payot, c'est que donc en 1903, en 1903, Lénine est venu voir le recteur Payot. En tout cas, le lendemain, le recteur Payot allait voir son frère, le banquier Payot. Vous voyez en face de la poste, il y a un immeuble où on a marqué Banque Payot encore. Hein. Donc, et a dit à son frère, tu vends tous mes emprunts russes. Et le frère banquier lui dit, tu es fou, les emprunts russes, 7% par an, c'est solide comme le tsar, c'est un emprunt de père de famille, ça rapporte bien, c'est le meilleur placement possible, tu vends tous mes emprunts. Je vous la fais courte, le frère vend les emprunts, et avec ça, il fait construire la maison qui est actuellement la maison de la famille Payot-Fabre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc, semble-t-il, entendu dans la bouche de Lénine des propos qui l'ont suffisamment inquiété sur la stabilité politique de la Russie pour qu'il se fasse ce désinvestissement qui, expose, se révèle extrêmement judicieux, mais qui en 1903 était une grosse connerie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien. En 1917, Lénine, que le recteur Payot, évidemment, complètement oublié. Il sera, ou en tout cas, là, il n'avait pas pensé spécialement à lui. Révolution de février, la révolution démocratique. Révolution d'octobre, prise de pouvoir par les bolcheviks. Et là, à la une du journal local, qui ne s'appelait pas encore le Dauphin délibéré, encore le Petit Savoyard, le recteur Payot voit ce type, il dit « Mais c'est le mec que j'ai reçu il y a 15 ans et qui m'a convaincu de vendre les emprunts russes. » Comme après, Lénine a annoncé qu'il ne rembourserait pas les emprunts russes. Voilà. Et en même temps, le recteur Payot n'est pas crié sur les toits qu'il avait vu Lénine. Parce que, comme le disait joliment Jean-Luc Fabre, Lénine, en 1918, c'était à peu près Ben Laden après les attentats, quoi. C'était l'horreur absolue. Donc, il n'a pas trop crié sur les toits. Et puis après, le temps a passé. Mais il y a eu aussi une très jolie anecdote, c'est que lorsque le recteur Payot est l'arrière-grand-père de Jean-Luc Fabre. Le père de Jean-Luc Fabre, donc Monsieur Fabre, éminent professeur de droit, sous Brejnev, à la fin des années 70, participe à une rencontre académique à Moscou. Et le soir, il y a un grand dîner de gala à l'ambassade, avec des tas de soviétiques et la délégation française, et l'ambassadeur, pour animer le repas, dit à tous ces autres Français, ben voilà, racontez à nos amis soviétiques ce qu'évoque pour vous l'URSS, un petit souvenir, une petite anecdote. Alors chacun raconte son histoire, et puis quand c'est le tour de Fabre, il raconte l'histoire de la visite de Lénine à Chamonix.
stupeur des soviétiques. Le dîner se termine, l'ambassadeur prend Jean-Luc Fabre prend le professeur Fabre dans un coin, il dit mais vous êtes complètement con, vous êtes complètement irresponsable, on va droit à l'incident diplomatique, lâchez pas des bombes comme ça. Le professeur Fabre s'excuse, il dit oui, enfin bon bref. Et puis le lendemain, on vient frapper à la porte de sa chambre d'hôtel, la télévision soviétique était là, il lui a demandé de venir avec eux sur la place rouge, et devant le mausolée de Lénine, le professeur Fabre a raconté à nouveau l'histoire de la visite de Lénine à Chamonix. Voilà, donc ça n'a pas eu beaucoup d'écho, mais en tout cas, il y a dans la famille Fabre-Payot une espèce de continuité sur un siècle sur cette histoire. Est-elle vraie, est-elle fausse? Donc il me raconte ça. Moi je regarde une biographie de Lénine, je m'aperçois qu'effectivement en 1903, Lénine était à Genève, il a été en exil pas mal en Suisse, à Zurich. Il y a un livre de Solzhenitsyn qui s'appelle Lénine à Zurich. Hein. Moi j'ai fait Lénine à Chamonix. Donc en 1903, au printemps 1903, il est à Genève, ça c'est certain. Le train était arrivé au Fayet, le train Genève-Le Fayet existait depuis quelques années, donc il est très bien venu en train. Après, la page est blanche. La page est blanche, mais le fait que le recteur Payot ait vendu ses emprunts russes, à ce moment-là, en 1903, contre tous les conseils boursiers, est assez étrange. Voilà, donc du coup, il y a un blanc dans l'histoire, et ce blanc, eh bien, je me suis autorisé à le remplir, en racontant la journée, parce qu'après, je me suis dit, bon, ok, Lénine est venu à Chamonix, mais pourquoi est-il venu voir le recteur Payot? Le recteur Payot, c'était un intellectuel radical socialiste, anticlérical, mis à l'index par le Vatican, qui avait travaillé sur des questions de formation, qui avait notamment élaboré des théories de l'éducation, sans jamais parler de religion. C'était pas anticlérical, c'est juste on n'a pas besoin de religion pour faire de l'éducation, ce qui est évident pour le Vatican un scandale. Mais donc c'était les idées avancées de l'époque. C'est ça qui a pu intéresser Lénine dans son projet révolutionnaire. Comment est-ce qu'on construit une éducation hors de toute référence religieuse? Et puis je me suis amusé aussi ça c'est un petit truc personnel, il y a aussi quelque chose qui est quand même très caractéristique de ces vallées, notamment de celle-là, c'est la propriété collective des alpages. Et donc les alpages, est-ce que c'est une forme de communisme primitif? Donc ça aussi, ça pouvait intéresser Lénine. Et donc la conversation va porter sur ces deux sujets, et je me suis amusé, parce que voilà, à mettre dans la bouche de Lénine toute une série de phrases célèbres qu'il prononcera ou écrira dans ses textes ultérieurs. Donc il a vu Émilienne, la gouvernante du recteur Payot, et donc il y a cette célèbre phrase de Lénine, toute cuisinière doit savoir diriger l'État. Et bien donc Lénine réagit à la gouvernante en disant ça. La révolution n'est pas un dîner de gala. Enfin, bon, il y a toute une série de phrases comme ça que Lénine a prononcées et qui vont se retrouver. Alors, vous les repérerez ou pas. La plupart des phrases de Lénine dans le livre sont de moi, mais il y en a quelques-unes qui sont de lui. Donc si vous avez une bonne culture léniniste, ou si vous avez des parents communistes, vous allez retrouver des choses qui vous parlent, et sinon c'est pas très grave. Donc Lénine est un personnage quand même pas extrêmement sympathique, il faut bien le dire. Le recteur l'accueille avec beaucoup de gentillesse, et Lénine est assez mal élevé, j'ai envie de dire. Et je me suis permis une liberté, mais là je l'avoue, je la confesse, y compris dans le livre. Donc il se promène un peu, vous verrez où, dans la vallée. Et puis à un moment, Lénine remarque un nom, Létine. Et il trouve que Létine, ça sonne un peu russe. Et si on prononce à la russe, ça fait Liétine, et en russe, Liet, on sait l'été, donc Liétine, c'est monsieur été, quoi. Ça peut tout à fait être un nom russe. Alors, wesh. Et comme il a utilisé à peu près 80 pseudonymes dans sa vie de révolutionnaire, il dit oui, je pourrais m'appeler Vladimir Fyodorovitch Liétine. Et puis donc, monsieur été, ça fait un peu trop ensoleillé pour un révolutionnaire. Alors j'ai changé une lettre, ça va être Lénine. Et donc, ce serait le hameau d'Étine qui aurait donné son nom à Lénine. Alors là, c'est très rigolo à écrire. La vérité historique m'oblige à vous dire que Lénine avait choisi parmi ses pseudonymes Lénine avant de venir à Chamonix, donc ça ne vient pas du hameau d'Étine. Mais dans le livre, ça vient du hameau d'Étine. C'est ça qui est formidable avec la littérature et avec les Absolument. On peut remonter les trucs à l'envers comme on veut. L'essentiel, c'est que le lecteur prenne du plaisir et que voilà. Il s'en aperçoit, ou pas d'ailleurs de ces petites fraudes, mais s'il s'en aperçoit, il se marre parce que c'est une complicité. Si on n'aperçoit pas, ça fonctionne aussi très bien. Merci. Est-ce que vous auriez des questions peut-être sur cette nouvelle un peu étonnante ou sur le reste du recueil? Moi, je compléterais quelque chose à propos de Lénine. Oui. Parce que c'est quand même pas anodin, parce que Lénine se serait arrêté dans une auberge au Fayet. Au Fayet du Milieu. Il y a des photos qui existent. Ah oui. Et il y avait une auberge où il y avait une photo où
pourrait deviner que c'est Lénine, hein, et qu'ils ont eu la visite du Parti communiste après, et Lénine avait signé le papier, hein, sa facture, etc., il avait signé, et ce papier est parti dans un musée, je sais plus, les familles ne sont plus capables de le dire, dans un musée dédié au communisme, et que le papier n'est jamais revenu. Mais vous avez une famille au Fayet qui dit, mais nous, dans notre famille, on a reçu Lénine dans notre auberge. Voilà. C'est en effet un bruit qui court, si je puis dire, constamment au Fayet du Milieu. Je ne suis pas en capacité de dire si c'est vrai ou faux. Il y a eu pas mal d'articles de journaux. Oui, il y a eu ça a été beaucoup répété, ça n'a jamais été prouvé. Non, Ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, j'ai pas vérifié les horaires de train en 1930 entre Genève et Chamonix. Je ne suis pas absolument sûr et certain qu'on peut faire l'aller-retour dans la journée en partant tôt le matin, en rentrant tard le soir. Donc, si Lénine est venu à Chamonix, et il est sans doute venu à Chamonix, parce que sinon le recteur Payot n'aurait jamais vendu ses accents d'emprunt russe. Il a peut-être passé une nuit sur le chemin du retour, mais par contre, je ne pense pas qu'il ait passé plusieurs jours. Parce que la rumeur au Fayet, c'est qu'il a passé un séjour entier. Et non, parce que d'abord, ça ne tient pas en termes de chronologie. Sur ce printemps, où il est en train de préparer le congrès de Bruxelles, qui a vu la séparation entre bolcheviks et mencheviks. Il n'avait pas le temps d'aller aux champignons ou faire de l'alpinisme. Donc, ça, et puis c'est pas sa psychologie, sa psychologie c'est d'être toujours travailler sur la révolution et pas prendre du bon temps. Donc il est passé une nuit, peut-être une nuit avant, une nuit après, peut-être. Puis après la famille, effectivement l'histoire est drôle, la famille on a peut-être un petit peu rajouté. On ne saura jamais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant. On l'écrit dans les interstices. D'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'on connaît d'autres révolutionnaires de Staccabi qui... Trotsky, non? Voilà, alors après on peut faire Trotsky à Valorcine, Bakounine... Trotsky a logé à Chamonix avant d'aller en Suisse, il a logé à l'hôtel Belgique. Trotsky est venu à Chamonix, oui, ça c'est sûr. Trotsky est venu à Chamonix. Mais ils y venaient en villégiature. Il faut savoir que quand il y avait l'exil en Suisse, non seulement de Lénine, mais de beaucoup de ceux qui allaient devenir les premiers patrons du RSS, c'est quand même des jeunes gens en pleine santé, et ils ont pratiqué l'alpinisme. Lénine faisait beaucoup de vélo, mais il faisait aussi, alors pas de très haut niveau, enfin disons, il allait se dégourdir les jambes, il faisait de la gymnastique. Il avait un rapport au corps qui est assez moderne finalement, et il allait monter dans les montagnes, pas évidemment très très haut. Et donc il y a pas mal, enfin autour de lui, il y a eu des gens qui ont fait un peu d'alpinisme dans cette période-là, donc en Suisse. Et du coup, venir aussi à Chamonix, quand on aime l'alpinisme, même en 1914, ça paraît pas incohérent. Donc il y a effectivement ça. Mais c'était juste un terrain de délassement. Il n'y a jamais eu d'activité politique de ces grands révolutionnaires ici. Ils étaient actifs à Zurich, en Suisse, parce qu'en Suisse, on leur foutait relativement la paix, alors qu'en France, compte tenu de l'alliance très forte entre la France et la Russie, s'ils avaient un peu trop bougé, la police serait venue leur dire, serait venue les expulser. Et Trotsky aurait fait des ascensions alors? Non, il était déjà poursuivi par la police, donc il a juste fait une nuit et il repartait sur... Il repartait sur la Suisse, oui. Ah, il était plutôt en fuite. En fuite, Bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions maintenant, vous pourrez les poser de toute façon dans un instant, puisque je vous propose que, comme à notre habitude, on aille boire ce petit verre de rouge au milieu des livres rouges. Hein, le pot de l'amitié nous attend à côté. On peut enlever les masques. Ah oui. Il semblerait que ce soit préférable au moment de lever votre verre. Et puis, du coup, François Garde, je vous laisserai ici dédicacer les livres. Donc ça peut être aussi l'occasion d'un échange particulier. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci.